vous êtes éditrice chargée de la littérature étrangère et des polars aux éditions Philippe Ray, et à ce titre, vous défendez cette magnifique biographie de Peter Ackroyd sur Charlie Chaplin, qui a été donc récemment publiée. Et je souhaiterais vous poser quelques questions sur cet ouvrage complet et introspectif qui nous révèle toutes les facettes de Charlie Chaplin. Alors, hasard du calendrier, Charlie Chaplin est à l'honneur en ce début d'année puisque la pièce de théâtre Charles Spencer Chaplin est en tournée et l'espace musée de Vevey ouvre ses portes sur une magnifique exposition sur cet artiste en même temps que la parution de cette biographie de Peter Ackroyd. On est chanceux. Alors, quelle importance revêt pour les éditions Philippe Ray cette bio délivrée par un familier de votre maison d'édition? C'est vrai que Peter Ackroyd était un auteur que la maison suit depuis le début, qui fait partie des premiers auteurs, dont on a publié plusieurs ouvrages, certaines de ses biographies, comme celle de Shakespeare, qui était un des gros ouvrages, on va dire, de Peter. On vient de republier celle de Londres, qui est un peu atypique, mais qui est formidable et passionnante. Et donc, d'une part, ce livre sur Chaplin, ça fait partie de notre volonté et de notre envie de suivre Peter Ackroyd dans la plupart de ses publications. Ensuite, parfois, certaines sont un petit peu difficiles pour nous parce que c'est extrêmement anglais. Voilà, il y en a parfois certaines qu'on laisse de côté, mais c'est assez rare. Donc voilà, d'une part, c'est suivre Peter, et de l'autre, c'est renouer avec quelques petits textes qu'on a pu faire autour du cinéma il y a quelques années, qui sont présents dans notre catalogue. C'est pas vraiment une collection qu'on a continué à exploiter, mais il y a 7-8 ans, on a fait un Chaplin et les femmes, et je trouvais ça assez drôle, quelques années après, de faire cette biographie avec un éclairage. Cette biographie que dès 1915, il existait des produits dérivés à l'effigie de Charlie Chaplin. Il a influencé les dadaïstes et Fernand Léger. On disait de lui, à l'époque, qu'il symbolisait la condition humaine imparfaite, fragile et cocasse. Et ne pensez-vous pas que cet engouement était un peu trop exagéré? Ou sinon, comment comprendre cet engouement mondial? Je crois que c'est... Alors c'est vraiment ce que montre Peter dans le texte, c'est à quel point Chaplin, Charlot, a été vraiment la première star mondiale. Et je pense que c'est allié à beaucoup de choses. Évidemment, à la teneur du personnage, à ses multiples facettes qui faisaient que, je pense, beaucoup de personnes pouvaient s'y attacher. On pouvait s'y attacher pour ses maladresses, on pouvait s'y attacher pour son côté attendrissant, parfois pour ses grossièretés, gestuelles. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà ça, et que d'autre part, on est vraiment... Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'avais pas en tête, très honnêtement. Moi, le Chaplin que j'ai en tête, c'est le Chaplin de The Kid, des temps modernes, des Lumières de la ville, enfin voilà, des œuvres plus longues. Et c'est en travaillant sur ce texte de Peter que j'ai réalisé à quel point ces tout petits films du début étaient vraiment la source et le matériau de cette grande notoriété. Et c'est peut-être là aussi que on peut situer une des raisons de cette grande notoriété, c'est qu'on était dans des formats extrêmement courts, dans un divertissement nouveau. Enfin, c'est tout un concours de circonstances, je pense, qui ont permis cet engouement effectivement assez fou, mais c'est bien le principe en général de toute façon de ces phénomènes de starification, c'est qu'on est dans quelque chose de sans mesure. Pas nécessairement... Il a participé avec Mary Pickford et Douglas Fairbanks à la récolte de fonds pour soutenir l'effort de guerre. D'ailleurs, ils ont créé United Artists. Est-ce qu'il se rachetait finalement de sa désaffection pour combattre aux côtés des siens? C'est possible, très honnêtement, parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué à ce sujet. Il a été attaqué à ce sujet, et que très certainement que dans son envie d'être un personnage aimé, apprécié et parfait, entre guillemets, très certainement que ça y a participé. Ensuite, dans quelle mesure c'était du calcul, ou dans quelle mesure ça tombait bien, parce que ça allait à la fois servir l'effort de guerre, à la fois servir, entre guillemets, ses intérêts,
c'est là qu'il y a un petit peu mais oui. J'ai une question subsidiaire. J'étais en train de réfléchir et je me disais que le cinéma muet lui a permis d'être mondialement connu. Si il avait travaillé tout de suite sur le cinéma parlant, est-ce qu'il aurait été connu autant? Bah, Parce que jusqu'à Hong Kong, jusqu'en Asie, on le connaissait. Oui, oui. Bah, je pense qu'effectivement, le muet permettait cette compréhension quasi internationale, enfin, deux ou trois exceptions, mais lui permettait effectivement d'être compris par tout le monde, d'être dans une immédiateté. La barrière des langues. Voilà, plus de barrière des langues, rien du tout. On est dans la gestuelle, il y a un petit panneau qui passe de temps en temps. Donc effectivement, je pense que c'est ce qui a permis, alors qu'on était dans une époque où c'était pas la mondialisation, etc., mais c'est ce qui a permis ce côté international, très certainement. Estimez-vous que son film The Kid soit l'œuvre emblématique de sa vie, puisqu'il décrit son enfance? Oui, en tout cas, je pense que c'est l'œuvre emblématique d'une de ses facettes, très certainement, de sa facette peut-être la plus intime. Mais quelque part, je pense que chacune de ses œuvres, en tout cas à partir de cette période de sa vie, décrit une de ses facettes. On est dans un des biais pour voir et pour parler de lui, et que très certainement, The Kid, c'est en tout cas une sorte de... pour moi, c'est quelque part, moi, je l'ai vu il y a très longtemps, je ne l'ai pas revu à l'occasion de la lecture, mais en tout cas, c'est une sorte d'aveu presque, je trouve, d'aveu de cette part de lui, de reconnaissance de cette part de lui. Et en ça, ce qui est frappant dans cette bio, c'est cette soif de perfection qu'il met au service de sa mégalomanie. Et est-ce que Chaplin aurait pu être Chaplin sans cela? Non, je pense que non. Il aurait été une des personnes avec qui il a travaillé à ses débuts, qui a fait une petite carrière dans le musical, dont on a pu entendre parler ensuite. Dire que sa vie sentimentale agitée et une certaine suspicion sur ses convictions politiques ait entamé son succès et son aura dans le cadre de la politique de McCarthy, avec un demi-succès pour M. Verdeau. J'ai l'impression, certainement qu'à ce moment-là, je veux dire certainement que dans ces années-là, ça a entamé sa célébrité, et puis parce qu'on passait à autre chose. Je veux dire, Charlot avait déjà une belle vie derrière lui, le personnage, et que peut-être le public attendait autre chose, et que effectivement, ces femmes toujours plus jeunes, mais par exemple, les femmes, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est nécessairement joué dans sa perception par le public, parce que, par exemple, je veux dire, son premier mariage avec Lila, ou c'est son deuxième, je ne sais même plus, il était tout jeune, il l'a rencontrée, elle avait 14 ans ou 13 ans, mais ça à l'époque, ça n'a pas du tout dérangé, je veux dire, il y a certainement eu quelques articles, quelques gossips, etc. Mais ça n'a pas entamé sa célébrité et son aura. Et quelque part, les femmes qu'il épousait après étaient plus âgées. Il y avait plus de différence d'âge avec lui. Donc je pense que ça, c'est un petit peu notre lecture aujourd'hui, cette question des femmes. Mais j'ai pas... En revanche, effectivement, la question politique, l'exil en Suisse, etc., ont certainement... à l'époque, contribuer à créer une espèce de désamour. Mais, pour le coup, je pense que la postérité en a fait, alors pas de la question des femmes, c'est pour ça que je pense que la pression s'est inversée, mais a fait par exemple de cette question politique plutôt presque un atout. En fait, on le voyait davantage de gauche et en fait, c'était très, très suspect pour les Américains. Donc, il avait, je pense, un côté social qui était issu de son enfance malheureuse, qui ressentait, mais mal vécu aux États-Unis. Et je pense, et c'est pour ça, je pense que ça, aujourd'hui, pour le coup, c'est quelque chose qui est plutôt bien perçu. Le fait que, comment dire, évidemment, à l'époque du McCarthy, c'était pas évident d'être un réalisateur ou un acteur, mais des années après, c'est plutôt
plutôt une bonne carte de pouvoir dire j'ai été de ce côté-là de la barrière. De réussite à tout crin et son nombrilisme n'ont-ils pas entaché finalement l'artiste par un effet collatéral? Je pense que pour des personnes qui ont vraiment lu, qui se sont renseignées sur le personnage, oui, ça va créer une image un peu un petit peu écornée du personnage. Mais je pense que pour le grand public, honnêtement, je pense qu'au final, celui qui domine, c'est Charlot. Et c'est pas ce que moi, la perception que j'ai en tout cas, c'est que celui qui domine, c'est Charlot, c'est ce que le public a à voir, et ce que le public a à voir aujourd'hui, des années après, c'est Charlot, et point. Et ses descendants. Ouais. Mais et Chaplin, au final, si on lit pas une biographie, si on... Bon, 50 ans après, on ne saurait même pas. Enfin, je pense que des gens qui auraient vu de Charlot aujourd'hui des films seraient capables de voir une photo de Charlie Chaplin et de ne pas savoir qui c'est. Enfin, je veux dire, parce qu'effectivement, et je pense que vraiment cette différence physique est un petit peu à l'image de la dissociation entre le personnage et l'homme. On n'est pas dans un acteur... Enfin, comment dire, à la fois Charlot c'est lui, et à la fois on est vraiment dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Enfin, ouais. Voilà, Moi, je pensais à une forme de schizophrénie, oui. Mais oui, voilà. C'est ça. Ouais. Il y a une espèce de vraiment ces deux visages, et quelque part, si on n'est pas un contemporain, ou si on ne s'est pas renseigné, si on n'a pas une certaine curiosité, on ne connaît que le personnage. Et le personnage est bien plus agréable, le personnage, voilà, il est drôle, il est cocasse, il est parfois attendrissant, enfin... Donc, je pense pas qu'il ait entaché... honnêtement, je pense que c'est trop dissocié pour qu'il ait réussi à entacher. Mais qu'en revanche, c'est passionnant, effectivement, de découvrir l'homme derrière le personnage. Merci beaucoup, Lilia. Merci à vous.